il y a une personne sur 5, voire une personne sur 3, ça varie en fonction des statistiques, qui traverse un trouble psy au cours de sa vie. Ça veut dire que dans notre cercle super proche, il y a forcément une personne qui va faire face à un trouble psy dans sa vie. Donc en fait, ça nous concerne tous, quoi. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais, quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois, c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy Étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavan et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Louis Derrien. En janvier, Louis a décidé de quitter le job de ses rêves pour se lancer le plus grand défi de sa vie, faire le Tour de France en courant. Derrière ce défi sportif se cache un appel à la solidarité et l'envie de rendre hommage à son frère, Simon, emporté par la dépression. Salut Louis et merci d'être là. Salut, merci à vous de m'accueillir. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et avant de commencer, j'ai une première question que je pose à tout le monde, c'est comment tu vas ? Et si tu étais une émotion à laquelle tu serais ? Je trouve que je vais plutôt bien par rapport à la période que je traverse et d'où je viens depuis ces quelques mois. Enfin, je vois pas trop comment je pourrais aller mieux. Et je pense que si j'étais une émotion aujourd'hui, ce serait l'appréhension. Parce que j'appréhende toujours comment les choses vont évoluer, à la fois sur le côté mental, mais aussi sur ce projet. Et l'appréhension, ça permet aussi, je trouve, parfois de se dépasser et d'anticiper. Donc j'appréhende, mais je suis aussi assez excité de ce qui va m'arriver et ce qui m'arrive chaque jour. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, avec plaisir. Moi, c'est Louis. Je suis le frère de Simon, mon petit frère qui avait 25 ans. Moi, j'en ai 28. Enfin, on a 2 ans d'écart. Je suis le frère de Mathieu aussi, mon grand frère, et de Pauline, ma petite sœur. Et j'ai quitté mon travail qui était mon job de rêve. Je travaillais pour Les Others, un média outdoor qui donne des clés pour partir à l'aventure. Et j'avais la chance de souvent partir à l'aventure et donc de voyager, mais aussi en accord avec mes valeurs, parce que l'idée, c'était de faire la promotion d'un voyage plus responsable. Et en fait, le 24 mai dernier, j'ai perdu mon frère à l'hôpital, Simon, suite à sa tentative de suicide le 28 avril. Et je lui ai fait une promesse à l'hôpital et j'ai décidé de quitter ce travail pour la tenir et porter sa mémoire avec fierté, parce que je pense qu'il le mérite beaucoup. Et justement, une étude de Santé publique France révèle qu'un jeune sur 5 aujourd'hui présente des troubles dépressifs et que la part des 18-24 ans touchés a quasiment doublé depuis 2017. Tu l'expliquais, ton frère Simon a souffert de dépression. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots qu'est-ce que c'est la dépression ? Alors la dépression, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Chaque personne traverse la dépression de manière différente. Il y a plein de formes de dépression. Il peut y avoir des petits épisodes dépressifs. Ça peut être une dépression profonde avec une mélancolie ancrée au cœur de soi et on sans pouvoir forcément l'expliquer et qui peut-être durera toute sa vie. Je pense que voilà, la dépression, c'est un moment où on a une tristesse profonde et où le regard qu'on porte sur les choses est différent et c'est déboussolant à vivre et ça crée une souffrance, une forte souffrance. C'est comme ça que je la vois. Moi, j'en ai traversé une aussi et c'était un épisode dépressif. Et voilà, et c'est comme ça que je la définirais. Et est-ce que tu peux nous parler de Simon ? Comment il était avant que la dépression arrive dans sa vie ? Alors Simon, et même avec la dépression, parce qu'on n'est pas soit normal, soit dépressif. Je pense que la dépression peut faire partie de l'identité de quelqu'un sans complètement la définir, sans définir cette personne. Simon, ça a toujours été quelqu'un de lumineux, de brillant, et en même temps avec une discrétion et une dignité qui m'inspire beaucoup et qui m'inspirait chaque jour. Je pense que c'est, en toute sincérité, l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai eues dans ma vie. Il était ingénieur, il était scientifique et il connaissait un nombre de choses incroyables. On était tout le temps ensemble, on était un peu tic et tac tous les deux.
parce qu'on a grandi ensemble dans l'enfance et après on a partagé beaucoup de choses à l'adolescence et même dans notre vie d'adulte, on s'est beaucoup suivis et on partageait tout. Et Simon, j'adorais me balader avec lui parce qu'il pouvait tout m'expliquer. Quand j'avais une question, je lui disais: «Attends, mais comment ça fonctionne?» Et alors il pouvait m'en parler pendant des plombes. Donc voilà, quelqu'un d'extrêmement brillant, lumineux et puis pince sans rire. Il avait toujours le petit mot pour faire rire. Ça, c'était mon frère, ouais. Et il avait quel âge, Simon, quand les premiers symptômes de la dépression sont arrivés? Je pense que le moment où la dépression a commencé à être très présente dans sa vie, où moi je l'ai compris, c'était au moment du Covid, où il a eu un besoin de s'isoler qui était assez important. Et puis, ouais, cette profonde tristesse qui parfois effaçait ce Simon que je connaissais depuis toujours, depuis petit. Après, pareil, je pense pas qu'il y ait d'un coup ça clique et la dépression est là. On est d'une famille où on est assez anxieux. Je pense qu'on a un terrain dans ma famille, je l'ai dit, j'ai fait une dépression aussi. Il y avait aussi des pertes de sommeil conséquentes et la phase d'aller se coucher, de dormir, de se reposer, il y avait de l'appréhension par rapport à ça. Mais ouais, cette période a eu un vrai impact sur sa santé mentale, je pense. Et tu parles du Covid. Pourquoi tu penses que le Covid a accentué le mal-être de Simon? Parce que il y a eu une perte de repères extrêmement violente. Ça arrivait à peu près au moment où il terminait ses études, donc le moment où il allait s'insérer vraiment socialement, prendre son indépendance. En fait, tout s'effondre et on se dit: «Mais c'est quoi ce monde dans lequel je vais évoluer?» Il y a la Simon avait aussi, je pense, une éco-anxiété assez poussée. Je pense que c'est vraiment alors, on ne devient pas dépressif juste parce qu'on a l'impression que le monde va mal, il y a toujours des Mmh. cycles, le monde n'ira jamais bien d'un seul coup, mais en tout cas, il y avait, je pense une perte de repères, un sentiment d'isolement et d'inutilité, quoi. En gros, en tant que jeune, on nous demande de beaucoup s'investir, dans notre éducation, à l'école, à l'université. Je pense qu'il y a eu, voilà, le début de ces études qui étaient difficiles à vivre, plus le fait de, au moment, devoir s'insérer, socialement et professionnellement parlant, tout s'effondre, se ferme et en fait, on met les jeunes au placard et de pas savoir de quoi l'avenir allait être fait. Simon, il avait des projets, il devait partir voyager en Nouvelle-Zélande. Ça a été annulé. C'est des expériences de vie qui permettent de se construire et je pense que ça a créé un sentiment, d'isolement profond et ouais, de perte de repères qui a peut-être permis à ce terrain psy de prendre une place, importante dans sa vie, quoi, plus importante dans sa vie. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on a de beaucoup d'étudiants, puisque du coup, avec Saint-Epsy, on accompagne les étudiants principalement et on a des psychologues qu'on a interrogés et qui nous font ce retour-là, qu'en effet, le Covid, on ne se rend pas compte, mais que sur les jeunes, ça a été destructeur finalement, cet isolement. Et comme tu l'expliquais, le fait de ne pas pouvoir se projeter sur l'avenir, d'avoir plein de projets, tout s'arrête, on ne sait pas si ça pourra reprendre et souvent, ça n'a pas repris après le Covid. Et en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans le discours que tu viens de porter. En tant que société, je pense qu'on doit porter un imaginaire. Au moment où l'imaginaire se construit le plus, on ne propose plus rien à part, de l'isolement et de l'indifférence. Sans redire après, il y a vraiment quelque chose pour vous, pour voilà, pour vous accompagner, vous relancer et ça y est, alors on a fermé, on a éteint la lumière et la fête est finie, mais là, ça y est, ça repart. Il y a quelque chose qu'on veut vous proposer. Il n'y a pas eu ça et l'imaginaire, je pense qu'il est sérieusement abîmé et c'est quelque chose dont on doit se préoccuper et mettre de l'énergie pour, bah, voilà, aider les gens à se projeter et avoir envie de s'investir, dans le lendemain, quoi. Tu as parlé d'un besoin de s'isoler. Est-ce qu'il y avait d'autres symptômes? Ouais, il y avait, de l'anxiété, sans raison particulière, une peur de plus trouver sa place, de plus avoir sa place, une angoisse profonde, de tenir un peu son rang, de se dire: «Mais en fait, là, les gens, ils m'aiment pour qui je suis, mais j'ai l'impression que je vais peut-être plus être cette personne» et ça m'angoisse et cette anxiété, elle pouvait créer des crises, anxieuses et parfois, des crises dépressives. Je pense que ça se manifestait, voilà, beaucoup, comme ça, et puis un besoin, je l'ai dit, de
de s'isoler, une tristesse qui était là sans pouvoir forcément l'expliquer et une douleur, je voyais qu'il souffrait sur ces épisodes dépressifs. Et même quand il était dans des phases où ça allait bien, il y avait toujours cette peur au fond de lui que tac, la maladie, elle le reprenne dans son dos quand il s'y attend pas et qu'elle l'emmène à des endroits qu'il connaît pas forcément et qu'il sache pas forcément y faire face. Et justement, Simon, est-ce qu'il en avait conscience d'être en dépression? Est-ce qu'il en parlait avec vous? Ouais, on en parlait beaucoup. Moi, en tant que proche, je lui ai dit que j'accepterais tout, il pouvait tout me dire. Et je préférais qu'il me dise tout plutôt que il souffre en silence. Et s'il en ressentait le besoin, je serais toujours à l'écoute. Je saurais pas toujours quoi lui dire, mais en tout cas, je serais là et je serais avec lui et je l'accepterais. Et j'essayerais pas de le raisonner, j'essaierais juste de lui dire: «OK, tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on détricote ça?» Ou juste, on passe un moment ensemble et je te raconte ce que tu veux ou quoi. Est-ce que voilà, ça je lui ai toujours dit. Donc il y avait des moments où il me parlait de sa douleur, de sa peur, de la maladie et de ce qu'elle, pouvait, heu, l'amener à faire et les doutes que ça créait au fond de lui de réussir à faire ce qu'il souhaitait. Donc on en parlait, beaucoup et je crois qu'il y avait une vraie confiance de sa part vis-à-vis de ça. Et comment s'est fait le diagnostic? À quel moment on a pu dire: «Bon, bah, Simon, là, c'est une dépression»? Alors moi, je suis suivi par une psychologue depuis 6 ans. Je fais une psychothérapie depuis 6 ans et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Et du coup, je voyais que mon frère allait pas forcément bien, donc j'en parlais à ma psy et ma psy disait: «Bah, c'est possible qu'il traverse, un épisode, dépressif». Donc moi, je lui en ai parlé. Lui, à ce moment-là, il l'acceptait pas forcément, je pense, mais on savait il était dans une phase pas forcément positive, mais on est loin d'imaginer où ça peut aller et tout ce que ça peut amener. Et en fait, là, on a vraiment pris conscience de ce qui se passait. C'est quand il a fait une tentative de suicide de manière très impulsive en prenant des médicaments. Après une rupture, en fait. Il avait envie de s'engager. Il s'était engagé avec une fille et elle l'a quitté, ce qui est complètement son droit et c'est OK. Et je pense qu'il a eu un sentiment d'abandon extrêmement profond et violent et le sentiment de ne pas être légitime. Et du coup, il y a eu cet acte impulsif qui, je pense, il n'y avait pas une intention de mourir à ce moment-là, mais plutôt un appel à l'aide. Du coup, il a fait 2 semaines d'hospice à ce moment-là. Et en fait, en reparlant pas mal avec lui, il disait: «Mais comment j'ai pu faire ça ?» Enfin, il regrettait son geste et il se reconnaissait pas dans ce geste-là. Et là, les médecins ont posé des mots. Donc là, il a fait 2 semaines. C'était dans une unité assez spécialisée où là, on est bien pris en charge. C'est fait pour les jeunes et des jeunes qui ont, en gros, on se dit: «Ah bah, il y a plus de chances qu'ils s'en sortent vu que c'est qu'un épisode et ce sera pas, continu». Et donc du coup, bah, 1-2 fois, OK, mais après, sinon, si vous refaites une tentative de suicide, c'est, hôpital psy et puis tout ce que ça incombe derrière et c'est des services qui sont Plus dur. ouais, qui sont pas adaptés, en fait. Parce que ça quand, on est jeune et qu'on traverse, un épisode dépressif, on se dit: «Mais moi, je vais pas aller j'ai pas envie d'aller là-bas parce que j'ai peur de ce qui peut m'arriver et surtout, j'ai l'impression que je suis juste dans la case des personnes qui sont pas normales, quoi». Alors que c'est pas du tout le cas. Tu as dit, il y a une personne sur 5, un jeune sur 5 qui traverse des troubles, qui traverse des phases dépressives, je crois, ou des troubles psy de manière générale? Des phases Des dépressives. phases dépressives. Et il y a une personne sur 5, voire une personne sur 3, ça varie en fonction des statistiques, qui traverse un trouble psy au cours de sa vie. Ça veut dire que dans notre cercle super proche, très, 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 très proche, il y a forcément une personne qui va faire face à un trouble psy dans sa vie. Donc en fait, ça nous concerne tous, quoi. Toutes et tous. Et des jeunes, on est on est en pleine construction, on a besoin de repères. On est jeté dans un endroit où en fait, on a l'impression d'être, ultra stigmatisé et délaissé, Mis de quoi. côté. Mis de côté, ouais. Ouais, et où on a besoin je pense que la chose dont on a le plus besoin quand on traverse une phase de crise, c'est, de la bienveillance et un accueil. D'être rassuré. Ouais, d'être rassuré, d'être accueilli avec bienveillance, d'être pris en charge par des gens. On se dit: «Waouh, ça c'est des gens, ils contrôlent, ils m'ont compris, ils contrôlent, ils vont m'aider, quoi».
pas dans une situation où c'est, alors c'est pas partout nous pareil dans les hôpitaux et vraiment je salue le travail du corps médical qui donne tout et c'est des vocations incroyables et ce qu'ils font, c'est impressionnant mais C'est un manque de moyens plus qu'un problème de personnes. exactement. C'est un manque de moyens et je me mets à leur place, je pense que ça doit être extrêmement frustrant aussi. Pour Simon, qu'est-ce qui se passe ensuite une fois qu'on constate en fait qu'il est en train de faire une dépression? Est-ce qu'il a eu accès à un suivi médical ou un suivi psychologique? Est-ce qu'il était suivi à ce niveau-là? Alors, je l'ai dit, il a fait 2 semaines, à l'hôpital psy dans une unité un peu spécialisée où il a été très bien accueilli, ça a permis de mettre en place des choses derrière. Donc il a eu un traitement à ce moment-là, de manière quotidienne et jusqu'au bout de sa vie et c'était essentiel. Après donc il avait un psychiatre, mais le psychiatre pouvait le voir, que tous les 3 mois. Il a eu beaucoup de mal à trouver une psychologue, ou un psychologue qui est adapté à son besoin et après de l'autre côté, il y a eu un vrai changement, je pense, auprès de ses proches. Enfin moi, mes parents sont tout de suite, allés à le voir, il y a eu vraiment de l'écoute, et de l'accompagnement et surtout, pas de jugement, quoi. Il y a eu vraiment un besoin de se dire, «On va t'accompagner, on te soutient» et je pensais sincèrement que le pire était derrière et je me suis dit: «Là, il était inséré socialement, il avait plein de potes, il était inséré professionnellement, familialement parlant, il était, hyper présent, ce qui était très rayonnant et à côté de ça, il faisait, une activité physique, très régulière. Enfin voilà, il avait des projets, on avait des projets, quoi. Parce que souvent on dit que justement la dépression ça isole et finalement Simon il s'est pas du tout isolé, bien au contraire il a gardé du lien social avec tout le monde. Ouais, parce que je pense c'était quelqu'un qui était très courageux, qui avait énormément de force, et je pense qu'on a, en tant que proche, assez bien réagi et ça a été bien Primordial. accueilli. Alors je pense, ouais, il y aurait que lui qui pourrait le dire, je peux pas parler à sa place, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça l'a aidé et c'était des épisodes, quoi. Il y a des moments où ça le laissait tranquille. Voilà, il y a des moments où ça allait vraiment mieux et où la maladie le laissait tranquille et par contre, quand elle revenait, c'était extrêmement violent et douloureux. Et on entend parfois des phrases sur la dépression comme, «Il suffit de se dire que ça va aller, il faut juste être plus positif». Est-ce que Simon, il a souffert un peu de ce type de jugement ou pas du tout? Il était hyper bien entouré? Alors je pense que quand on fait face à un trouble psy, c'est impossible de pas être confronté à ça, même indirectement, des gens qui peuvent dire ça sans savoir que, cette personne fait face, à une dépression et dit: «Ah, elle est dépressif, franchement, il faudrait mieux qu'il se secoue un peu les Mmh, mmh puces, mh. ça ira mieux». Mais en fait, c'est une maladie, quoi. Enfin, quelqu'un qui est profondément malade, on va pas lui dire, «Quand est-ce que tu décides de guérir?» Mmh, mmh mh. Enfin, ça me paraît aberrant. Quelqu'un qui est atteint d'un cancer, on va jamais lui dire, «Allez, décide, il faut y aller là, hein, quand est-ce que tu arrêtes d'être malade?» Ben non, ça se passe pas comme ça. C'est des traitements, du soutien, de l'accompagnement, beaucoup de courage et on peut s'en sortir et parfois, c'est injuste et d'une violence extrême, mais la maladie, elle gagne, quoi. Et justement, quelles sont les idées que tu aimerais déconstruire sur la dépression qu'on peut entendre souvent? Moi, je pense que c'est de croire que les personnes qui sont malades ont le choix. J'utilise le mot «malade» parce que mon frère était à l'aise avec ce mot. Je sais que des personnes qui sont atteintes, de troubles psy, n'aiment pas ce mot, donc je veux vraiment blesser personne, mais quand voilà, croire qu'on peut choisir ou non d'arrêter d'avoir des troubles psy. Ça, il y a pas de pouvoir décisionnaire d'une personne qui fait face à ça. Elle a besoin de soutien et être à l'écoute. C'est ça, moi, je pense que je veux passer, c'est déconstruire ces idées reçues et essayer de tendre la main, près de ces gens et tendre l'oreille. Simon, pendant combien d'années il s'est battu contre la dépression? Moi, je dis souvent, 5 ans, mais je pense que, voilà, cette maladie, elle était là depuis, pas mal de temps. Il avait une nature anxieuse depuis
depuis longtemps. Je pense qu'à partir de ces j'ai commencé à vraiment m'inquiéter quand, il m'a passé un coup de téléphone après sa rentrée à la prépa et j'ai senti une détresse, une panique, une peur. Il avait 18 ans, donc il est mort à 25 ans et pendant 7 ans. Et tu expliquais tout à l'heure qu'il avait déjà fait une première tentative de suicide. Est-ce que c'est quelque chose qu'il verbalisait autant qu'il pouvait verbaliser sa maladie et sa dépression? Ses envies peut-être suicidaires? Non, parce qu'il avait vraiment un sentiment de honte et de culpabilité. Plus que de honte, c'est de la culpabilité, du mal que ça pouvait faire, à ses proches et de se dire: «Mais c'est pas du tout qui je suis». Donc il a mis du temps à le verbaliser et je pense que Simon, au fond, il a jamais complètement accepté qu'il était malade. Il parlait de sa dépression, de ses troubles psy, mais au fond de lui, il y avait quelque chose qui disait: «Mais c'est je suis pas malade». Enfin, Un ce peu qui de est déni? paradoxal, ouais, il y a un peu de déni, ce qui est paradoxal parce qu'on parlait de sa maladie, enfin, c'était quasiment, on en parlait toutes les semaines, quoi. Genre: «Comment ça va cette semaine?» «Ouais, bah, ça va». «Non, mais comment ça va vraiment?» Et là, on détricotait, on parlait, et voilà, on en rigolait, enfin, Simon, il riait beaucoup de la dépression. Il disait quand il était en phase de down, il regardait un peu le sol souvent et tout. Je lui disais: «Sois fier, tu vois? Tu peux être fier de toi quand même, je vois que tu regardes par terre. C'est OK», tu vois? Mais il me dit: «Un dépressif regarde toujours ses pieds». Et il se marrait et il disait des vannes comme ça donc en mode, ouais, ouais, je peux être on peut être parfois le cliché, même si on est un peu dans cette dynamique de déconstruire ces clichés-là, quoi. Donc ouais, il pouvait parler de sa maladie et avoir, voilà, du recul dessus, mais le suicide, l'acte suicidaire, je pense que c'est quelque chose qu'il a ouais, il s'est senti longtemps coupable et il en avait honte d'ailleurs, il s'excusait souvent, il disait: «Je suis désolé», très souvent quand il était dans des phases de crise, ouais. On va revenir sur ta place à toi, Louis, en tant que proche. Donc tu es le grand frère de Simon. Vous avez 2 ans d'écart, c'est ça? Ouais, moi je suis Et du 12 mai 96 et lui, du 15 juillet 98. vous avez aussi un frère et une sœur, c'est ça? Ouais, j'ai un grand frère Mathieu, qui est de 93, du 27 avril et Pauline, du 25 mai, 2002. Et donc avec Simon, tu en parlais déjà tout à l'heure, mais vous étiez très proches. Quelle était votre relation? Tic et tac, tu disais Ouais, tout à l'heure? bon, on était tout le temps ensemble, en fait, depuis tout petit, moi j'ai le premier souvenir que j'ai de ma vie, c'est voir mon petit frère, à l'hôpital quand il est né. Genre, j'ai l'image de le voir, à l'hôpital et je l'emmenais, un peu partout quand on était enfant, on jouait ensemble, on partageait les mêmes amis parce qu'en fait Et ma oui, 2 ans d'écart, c'est rien. ouais et puis mes parents, avec 4 enfants, c'était plus simple de faire des petits groupes. Mathieu, il était assez indépendant, Pauline, elle demandait plus d'attention parce qu'elle était la La plus petite jeune. dernière. Exactement et ma mère, quand il y en avait un qui avait un anniversaire, bah, elle droppait les 2 comme ça, c'était, déjà 2 d'occupés et ça permettait aussi de construire cette relation de complicité, et après à l'adolescence où souvent quand on est enfant, on s'éloigne, à au moment de l'adolescence, ben, on s'est retrouvés par des passions communes, avec la musique. On a eu un groupe de musique pendant 12 ans avec mes 2 meilleurs amis et ça nous a énormément rapprochés, quoi. Et tu l'expliquais tout à l'heure, tu es suivie par un psychologue depuis 6 ans, je crois, c'est Mmh. ça? Donc du coup, est-ce que dans ta famille, vous étiez, hyper bien sensibilisés, en fait, aux troubles psy, au fait que c'était pas tabou d'aller voir un psychologue? Ou c'est plus une démarche personnelle? Non, il y a pas eu forcément cette éducation, mais il y a toujours eu cette écoute émotionnelle et que les émotions, elles étaient légitimes, qu'on soit un garçon ou une fille, et qu'il fallait les écouter, voilà, bah, après moi je suis allé chez le psy, enfant parce que j'étais turbulent et après, c'est ma copine de l'époque, qui a vu que j'allais pas bien du tout, à la fin de mes études de droit et qui m'a dit: «Mais là, je pense qu'il faut que tu ailles consulter et que tu ailles voir, une psychologue» et ça fait 6 ans que je vais la voir, toutes les semaines. Et donc quand Simon a commencé à aller moins bien, tu t'es dit de suite que c'était une dépression? Je pense que je me suis identifié parce que, moi, j'allais pas bien parce que je savais pas quelle était ma place. C'était horrible, je détestais mes études, je savais pas quoi faire d'autre. J'avais l'impression que j'avais pas de talent, que je servais pas à grand chose,
déjà aujourd'hui, alors en plus demain, dans le monde professionnel, je voyais pas trop comment j'allais avancer. Voilà, donc je me suis dit: «C'est peut-être une phase qui traverse de doute, de pas savoir où on met trop les pieds et du coup, une phase peut-être dépressive», mais je suis pas expert donc voilà, je me suis juste dit: «Il va pas très bien et je vais essayer d'être là pour lui en tant que proche et je vais pas jouer le psy». Mais du coup, je l'ai encouragé, à consulter aussi et ça lui a pas trop convenu, en fait et il a jamais trouvé, je pense, un suivi qui était adapté à ce qu'il traversait aussi. Et justement, toi, en tant que proche, comment tu as réagi à l'annonce du fait que, bah, il était en dépression? Et est-ce que tu t'es informé derrière pour savoir vraiment ce que c'était? En fait, j'ai le sentiment que je le savais déjà Mmh. et je me suis dit: «OK, maintenant on sait ce que c'est, quel suivi on met en place, quoi?» Et la vérité, c'est qu'à part ces 2 semaines à l'hôpital, il y a aucun suivi qualitatif qui a été mis en place parce que notre système ne permet pas ça. Et ça me frustre terriblement parce que je pense que Simon, il aurait largement pu s'en sortir si on l'avait bien accompagné et il avait un sacré paquet de choses à donner encore. Ouais, je pense que c'est comme ça que je l'ai accueilli, quoi. Je me suis dit: «OK, on sait ce que c'est, maintenant qu'est-ce qu'on fait?» C'est d'appeler, des médecins, des psychologues et toujours tomber dans l'impasse, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir plus tôt sur la dépression? En ayant traversé une moi-même, enfin un épisode dépressif et je savais que c'était, il y avait aussi une partie biologique et tout ça. Je me suis renseigné et surtout je me suis renseigné sur ce que je devais faire en tant que proche et ne pas faire. Genre jouer les psychologues ou dire, ce que lui devait faire à sa place, mais plutôt, essayer de le soutenir du mieux que je pouvais. Et est-ce que par moments, on se sent un peu impuissant face à la situation? Ah oui, oui, complètement. La veille de sa mort, j'ai appelé, une amie médecin, j'ai appelé ma psychologue, j'ai appelé mon père en disant: «Je me fais du souci. Est-ce que je vais le voir pour passer la nuit avec lui? Est-ce que je l'emmène aux urgences?» Et ouais, je me suis senti impuissant et j'ai l'impression que j'aurais pu le sauver, mais si c'était pas le 28 avril, ça aurait pu être, le 30 ou, ça aurait pu être déjà, 2 semaines avant. Peut-être que je l'ai sauvé avant, mais c'était pas mon rôle en tant que proche de le sauver, mais même là, aujourd'hui, je rejoue le truc, je me dis: «Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre?» Et je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et donc, est-ce que tu penses justement que les proches sont suffisamment, soutenus et accompagnés? Parce qu'on parle souvent de la personne, qui souffre de la dépression ou d'un autre trouble psy, mais c'est vrai que les proches aussi peuvent se sentir démunis. Est-ce qu'on les accompagne assez aujourd'hui? Je pense que chaque personne est différente et a besoin d'un soutien, différent. Moi, j'ai le sentiment d'avoir eu, un soutien adapté grâce à mon suivi, psy, avec ma psy chaque semaine, à qui je pouvais parler de comment je m'inquiétais pour mon frère, ce que je faisais pour lui, qu'est-ce que je devais faire, est-ce qu'il fallait que je fasse plus? Si je devais faire plus, comment? Sans risquer, en fait, d'aggraver la situation ou de prendre le contrôle de sa vie et de l'infantiliser, en fait, moi, je me suis senti soutenu comme ça, mais je pense que des personnes qui ont pas ces process en place, je pense qu'on se sent complètement démunis. Mes parents se sont sentis, démunis et il y a rien au-dessus de leurs enfants pour mes parents et ils ont essayé, tout en restant à leur place et ça n'a pas suffi et je pense que non, il y a pas non, il y a pas de soutien, suffisant, je pense pas. En tout cas, il faudrait pouvoir passer le relais, quoi Mmh mh. et c'est pas très adapté, quoi. Et justement, quand la dépression a emporté Simon, toi, comment tu as fait pour avancer et pour prendre soin de ta propre, santé mentale? Bah, j'ai déjà commencé par doubler le nombre de séances, avec ma psy. J'ai la chance d'être, adulte et d'avoir un salaire, pour me payer ces séances-là parce que ça coûte quand même, cher. Je me suis beaucoup, investi dans le sport, dans ce projet, Courir pour toi, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, Mmh. mais ça m'a aidé à avancer, de me projeter en ancrant la mort de Simon au cœur de mon existence, de ma vie et pendant une période qui me permettra de faire mon deuil, je pense et de pouvoir parler de la mort de Simon autrement que par, mon frère, c'est le mec qui s'est suicidé. Mon frère, non, c'est celui qui m'a donné la force de chercher à changer les choses pour lui, pour sa mémoire et s'il y a bien quelqu'un qui peut changer les choses, c'est Simon. Parce que si je vais réussir à faire ce Tour de France en courant, c'est Oui, c'est lui qui te porte au ah final. ouais et puis
c'était quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Et le plus dur, c'est lui qui l'a fait, traverser cette dépression seul, mourir seul, emporté par la maladie. La souffrance qu'il a dû ressentir au moment de son passage à l'acte, je pense que c'est innommable, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui accompagnent un proche en souffrance, qui peuvent se sentir démunies? Et est-ce que notamment tu leur conseillerais de se faire accompagner par un psy? Ouais, moi, je leur conseillerais de surtout ne pas juger vos proches. Ne jugez pas vos proches. Écoutez, demandez-leur ce dont ils ont besoin. Ça peut être juste, est-ce que tu veux qu'on soit ensemble, on fait une partie de play, ou on va marcher au parc? Et si, en fait, tu dis oui maintenant et que j'arrive et que je suis en bas de chez toi et que tu me dis, en fait, non, bah, c'est OK. C'est OK. Laissez-leur toujours le choix. Toujours le choix et juste, si tu as envie que je sois juste là, à côté de toi et que j'attende, c'est OK. Et ça, c'est ne pas porter du jugement, d'être, disponible, c'est je pense le plus important. Avoir un soutien psy, moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide énormément, c'est très personnel. Je pense que c'est un outil, précieux qui pourrait aider beaucoup de monde, donc je le recommande. Tout le monde ne peut pas avoir accès, à ce soutien-là, donc je peux le comprendre. Après, il y a des associations, on travaille avec la Maison Perchée, qui est un espace, d'accueil où on peut prendre un café ou être, avec des personnes qui souffrent de troubles psy et qui se soutiennent entre elles et donc du coup, ça crée un espace, d'échange, mais aussi un espace où on peut se sensibiliser, mieux comprendre et peut-être que quand il y a un affect tellement fort, quand c'est un proche, c'est difficile de prendre du recul pour vraiment comprendre ce qu'il traverse et aller dans des lieux comme ça où en fait l'idée c'est pas, d'arriver et de dire: «Alors, c'est quoi, le trouble psy? C'est quoi la bipolarité? C'est quoi la schizophrénie? Raconte-moi». Mais plutôt être dans un endroit où, les troubles psy sont complètement acceptés, il y a des ressources pour mieux comprendre et c'est pas, on est c'est pas obligatoire de se plonger dedans direct tout de suite, mais on peut s'y familiariser. Moi, je trouve que c'est super pour ça, la Maison Perchée. Ils ont un site en ligne où il y a beaucoup de ressources, donc ça, c'est la première chose à faire, se renseigner. Et on mettra le lien dans la bio pour ceux que ça intéresse. Et qu'est-ce que tu aimerais dire si quelqu'un nous écoute, qu'il est en souffrance, mais qu'il n'arrive pas à en parler à ses proches, qu'il se sent seul et qu'il n'a pas la chance d'être hyper bien entouré et à l'aise avec le sujet? Sois fier de toi parce que se réveiller le matin et tenir une journée quand on traverse ça, c'est un combat et ça demande une force, incroyable donc je te connais pas mais je peux te dire que je suis fier de toi et si je vais courir, au mois de juin, bah, c'est pour toi aussi et tu peux le faire, tu es pas tout seul et le temps sera ton allié et essaye de prendre, les mains qu'on te tend. Je suis sûr qu'il peut y en avoir et que dans ton cercle, il y a quelqu'un qui sera prêt à t'écouter, te soutenir, et bah, envoie-lui peut-être un message pour prendre un café. Et on en a un peu parlé, mais selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre société pour mieux soutenir les personnes qui sont en souffrance psychologique et leurs proches? On a beaucoup parlé du parcours de soins. C'est dur à dire parce que je suis pas un expert de la santé mentale et quand on traverse, une épreuve, comme celle de la mort d'un proche à cause d'une maladie, on veut voilà, j'ai parlé du parcours de soins, on veut blâmer des institutions qui sont au-dessus de nous, mais je pense que prendre conscience que ça a un coût social immense de perdre des jeunes qui sont atteints de troubles psy, pour lesquels on investit depuis l'enfance dans l'éducation, dans tout ce qu'on propose en fait pour se construire, en tant que citoyen et en fait ajouter cette pierre pour avoir plus de prise en charge et d'écoute et ça demande pas grand-chose parce que si on l'anticipe bien, ben, ça demandera beaucoup moins d'efforts après, quoi et ça peut éviter des drames comme celui qu'a vécu, Simon et que traverse ma famille et voilà, essayer de mettre la santé mentale au cœur des questions de santé. 2025 est l'année c'est la grande cause nationale. Bon, j'ai pas encore vu grand-chose qui matérialise cette grande cause nationale, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Le Covid, en fait, a été un peu Le révélateur. ouais, voilà, c'est ça et puis du coup, la santé mentale, le Covid a eu un impact sur la santé mentale, mais je pense que le Covid, c'est le truc qui a permis de comprendre quelque chose qui est
là depuis très longtemps. Et voilà, et je pense que ça va être un des combats de notre génération avec, on a parlé, de l'environnement, je pense que, ouais, la santé mentale, ça va être un des enjeux de notre génération et du coup, il faut le prendre à bras-le-corps, aller au contact des personnes concernées, écouter le corps médical qui est confronté, à ces situations et essayer de leur donner des moyens. Parce que je pense que ces personnes qui ont ces vocations et qui s'investissent toute leur vie, pour aider les personnes, atteintes de troubles psy, bah, si on leur donne les moyens et qu'on les écoute, et bah, je pense qu'on pourra sauver un paquet de jeunes et de gens de manière générale. Et comme on le rappelle depuis tout à l'heure, la dépression, c'est vraiment une maladie. C'est vrai que parfois, on peut penser que c'est un simple mal-être, que c'est passager, que c'est une petite déprime, on va pas très bien, on s'est levé, on a eu une mauvaise nouvelle et du coup, ça va passer. Voilà, c'est important, je pense, de rappeler que c'est vraiment une maladie et que ça nécessite un accompagnement. Ouais, c'est une maladie qui a différentes formes, différents degrés et je pense que c'est vraiment, je le disais un peu tout à l'heure, mais c'est un peu une grande valise dans laquelle on met plein de choses. Donc les personnes qui nous écoutent, peuvent être atteintes de dépression, faut pas non plus paniquer, tout le monde ne met pas fin à ses jours. Quand on est dépressif, je leur dis: «Moi j'ai traversé une dépression, une phase dépressive, j'en suis sorti». Je pense que Simon, il y avait aussi une mélancolie, profonde, et c'est une maladie qui, nécessite une prise en charge médicale, avec, un traitement adapté et un suivi, en fait. Simon, il y avait un traitement, mais le suivi, il était pas là du tout et je pense que c'est là que ça a beaucoup péché. C'est une maladie, qui peut parfois se déclencher où le terrain est plus conséquent quand on a traversé des événements, particuliers, parfois violents, traumatiques. Ça peut avoir un Ça fait un rôle. terreau fertile à tout ça, au final. Ouais, c'est ça. Mais on peut aussi, présenter, des symptômes dépressifs et traverser une dépression en ayant tout eu, une vie normale et en fait tomber malade. Chercher à expliquer pourquoi on est dépressif pour, se dire: «OK, c'est légitime», je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre, le sujet et se dire: «Si on traverse cette épreuve, déjà, c'est légitime, quoi». Si ce mot, il apparaît, qu'il est posé, Heu, on va pas chercher à romancer, inventer et juste faut le prendre et s'entourer Ne et pas avoir honte aussi. ne pas avoir honte. Franchement, soyez fiers de vous parce que c'est un combat que vous menez et que ce soit la dépression ou les troubles psy de manière générale. Mais moi, j'ai énormément de respect. Mon petit frère, j'en suis mais extrêmement fier et il m'inspirera toujours. Mon frère, c'était une étoile filante. Elle s'est éteinte, trop vite. Mais plutôt que de regarder là où elle s'est éteinte, je vais regarder, Quand il a brillé. ouais et la direction qu'elle m'a indiquée en s'arrêtant de briller. Il y a quelques jours, tu as annoncé le lancement du défi Courir pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, courir pour toi, c'est un projet, de course à pied autour de la France pour, briser le tabou, de la dépression et sensibiliser aux enjeux, des troubles psy. J'ai voulu, réaliser, un projet fort qui permette, de porter sa mémoire, moi d'avancer, de me reconstruire malgré sa disparition et essayer de faire bouger les choses, avec un projet avec une symbolique forte qui puisse, attirer l'attention et c'est le moyen que j'ai trouvé. Comment l'idée t'est venue et pourquoi avoir choisi la course à pied? Comment ce projet est né? Il est né à l'hôpital. Simon, il a fait, 1 mois de coma presque et tous les jours j'allais le voir pour, le soutenir et lui parler. Pendant cette période, j'avais un besoin urgent de courir, comme pour m'enfuir et revenir plus fort à chaque fois, dans cet endroit où la mort, elle était, si proche. J'avais un besoin de me sentir vivre et en courant, bah, j'avais l'impression de connecter avec mon corps et le sentiment d'être, dans l'instant, heu et ça me permettait de revenir plus fort et de le soutenir dans cette épreuve et donc il y avait ces sessions de course à pied. Il a Le dernier grand souvenir sportif que j'ai avec lui, c'était le marathon de Paris. Il est venu, m'encourager, sur les trottoirs parisiens, c'était incroyable et
un jour, dans sa chambre d'hôpital, je lui ai dit: «Tu sais Simon, je serais prêt à faire un truc impossible pour toi, pour te montrer à quel point, tu comptes pour moi et tu comptes pour nous toutes et tous et tu peut-être, peur du regard que les gens porteront sur le geste que tu as eu, mais tu sais quoi? Je vais faire un truc de fou, et qui montrera que tout le monde est derrière toi, fier de toi, t'aime et envie que tu te battes pour revenir et je lui ai dit, «Je vais courir et tu sais quoi? Je vais faire le tour de la France en courant» et quand j'ai dit ça, j'ai eu peur parce que je me suis dit: «C'est impossible, je ne peux pas faire ça» et du coup, ouais, j'ai fait cette promesse à ce moment-là et quand les médecins nous ont annoncé que Simon, allait nous quitter et j'ai été évidemment abasourdi et une des premières choses auxquelles, j'ai repensé, c'est cette promesse et je me suis dit: «Je vais la tenir pour, poursuivre son combat et porter sa mémoire» et parce que je pense sincèrement que s'il y a une personne comme Simon qui a été emporté par cette maladie, tout le monde peut être emporté par cette maladie et il faut que, les choses changent et peut-être que Simon permettra de changer ça par le biais de ce projet-là et il y a eu ce besoin ultra primaire de courir et quand je cours, T'oublies tout, tu ouais, te vides la tête. je connecte avec tout. Moi, c'est dans cet effort-là que je me sens vivre et que je vais toucher des choses auxquelles j'aurais pas forcément accès en étant, sédentaire et assis sur ma chaise. Et du coup, Courir pour toi, bah, c'est un projet qui est né à l'hôpital, pour Simon, mais qui est né aussi, des échanges avec ma petite sœur Pauline, à qui j'ai parlé de cette promesse et qui m'a dit qu'il fallait qu'on la fasse et qu'on la fasse ensemble et Pauline, me soutient depuis, le début de ce projet et m'aide à le, faire, voir le jour et elle va me soutenir, tout au long du parcours en faisant mon assistance, avec un van dans lequel je pourrais me reposer, en gérant toute la partie, alimentation, la partie aussi, relations presse, accueillir aussi les équipes donc vraiment il y a toute cette partie-là et c'est Pauline qui a trouvé, l'association, La Maison Perchée qui est voilà, ma sœur est extrêmement brillante et elle a une capacité à aller trouver, les bonnes personnes pour, répondre à des besoins précis et voilà, elle gère, extrêmement bien cette partie-là, la partie associative pour, mener à bien ce projet et avoir, un impact pour venir en aide auprès des personnes qui souffrent de troubles psy. Et quel est le message que tu souhaites transmettre à travers ce défi? Le message, c'est un message de solidarité, de soutien pour les personnes qui traversent, cette épreuve. J'ai vraiment envie de sensibiliser en inspirant des personnes qui vont se dire: «Mais waouh, le mec il va courir, 5 800 bornes en 150 jours, il va s'envoyer un marathon quasiment, tous les jours. C'est incroyable, il faut être super courageux, il est super fort». Mais en fait, non, moi c'est facile. Dans 150 jours, c'est fini, j'ai pu me préparer, je suis entouré, j'ai une équipe, de 13 personnes qui bossent, avec moi sur ce projet, un entraîneur, Nicolas, une nutritionniste, Léa. Enfin, il y a énormément de monde qui m'entoure et ça a une fin et c'est un choix et j'ai envie de dire, si ça, vous trouvez que c'est courageux, mais regardez vos proches, ceux qui font face à leurs troubles psy tous les jours avec les armes qu'ils ont, potentiellement un suivi qui est très limité. Eux, ils sont courageux. C'est eux les plus courageux et c'est ça que je veux dire. Et comment tu t'es préparé physiquement et mentalement? Parce qu'on le disait, c'est quand même un marathon par jour, c'est pas rien non plus. Ouais, alors le marathon par jour, ouais, c'est vrai que c'est l'équivalent de 130 marathons en 150 jours, mais je vais avoir, la journée pour le faire, donc je vais pas le courir en 2h30. Donc ça vient limiter la difficulté et l'exploit physique, même si c'est impressionnant, quand même d'en enchaîner, 130, pendant quasiment tous les jours. Mais comment je me suis préparé? Bah, tout de suite, je suis allé voir mon entraîneur Nicolas, et Nicolas, je lui ai dit, «J'ai un projet», je lui ai expliqué pourquoi ce projet. Et je lui ai dit: «Est-ce que c'est possible?» Et il m'a dit, «Oui, c'est possible et on va le faire ensemble, je vais t'accompagner, je vais t'aider». Donc je me suis entouré avec un entraîneur, j'ai parlé de la partie nutrition avec une nutritionniste, Léa Tourin qui m'aide. J'ai une personne qui m'accompagne sur la préparation mentale, Camille. Donc toutes les 2 semaines, on va travailler, l'imagerie, la respiration, et donc il y a toute cette partie-là. J'ai aussi un ostéopathe
Et puis du coup, c'est de l'entraînement quotidien depuis juin, quasiment tous les jours. Je me prépare, je m'entraîne. L'objectif, c'est aussi de récolter 100 000 € pour la Maison Perchée, pour donner les moyens à cette association de porter des nouveaux projets et de continuer d'accompagner des personnes atteintes de troubles psy avec des ateliers, avec un espace d'écoute, un café à Paris, j'en ai parlé. Et donc ça, je me suis dit, ça, c'est un moyen hyper concret d'aider les gens avec l'histoire que je vis. Donc il y a déjà un site en ligne qui s'appelle courirpourtoi.fr si vous voulez contribuer à atteindre cet objectif. Et sur cet aspect collectif, il y a l'association et il y a aussi toute une équipe qui va m'aider à communiquer sur ce projet. On va faire un film sur ce projet. Donc il y a l'idée vraiment de toucher un maximum de personnes. Moi, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, mais je sais courir et j'ai appris à communiquer à peu près bien. Et ce sera peut-être ma manière de faire avancer les choses avec ce projet-là. Donc il y a vraiment ce but de toucher un maximum de personnes pour faire avancer cette cause ensemble et d'être bien entouré pour réussir cet objectif. Et pour les personnes justement qui ont envie, qui nous écoutent et qui auraient envie de te soutenir, de t'encourager, donc on peut faire des dons qui iront à la Maison Perchée, mais il me semble qu'on peut aussi t'accompagner sur certains parcours. Ouais, pour me soutenir, il y a plein de manières de le faire. Déjà, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est une forme de soutien déjà super chouette et le partager. Et après, j'ai un peu ce truc de dire si tu sais pas quoi faire, viens courir avec moi. Alors tout au long de l'aventure, il y aura des sections spécifiques pour qu'on court tous ensemble et avoir ce côté rassembleur. Et après, sinon, on pourra suivre mon parcours avec un point GPS qui sera actualisé toutes les 5 minutes et via une appli qui s'appelle Madcap. Et du coup, si je passe pas loin de chez vous et que tu as envie de partager un bout de chemin avec moi et vivre un bout de cette aventure avec moi, tu peux me rejoindre spontanément. Et une fois ce défi terminé, parce que du coup c'est 150 jours, comment tu aimerais prolonger ton engagement pour la santé mentale ? C'est une très bonne question. Si tu y as réfléchi. J'essaye d'y réfléchir. Comme il y a plein de sujets sur le feu en même temps, j'arrive pas trop à avancer sur cette partie-là. Mais je pense qu'il va y avoir ce film qui va être la clé de voûte créative du projet, qui je pense portera un message assez fort et que j'aimerais bien porter sur le grand écran dans différents festivals. Donc ça, ce sera une manière de le faire. J'aimerais bien peut-être présenter ce projet accompagné de personnes de l'association ou de professionnels de santé à des entreprises, parce que la santé mentale, c'est un vrai enjeu dans les entreprises et peut-être que ça peut créer des ouvertures pour aider les salariés à faire face à ces troubles-là. Donc, potentiellement des prises de parole comme ça dans des entreprises. Et après, je ne sais pas encore. Voilà, je me dis, je fais confiance. Tu auras le temps d'y réfléchir pendant les 150 jours c'est vrai. Qui vont arriver. C'est vrai. On arrive déjà à la fin de cet échange. Merci beaucoup. On va terminer avec le traditionnel blind test feeling. Donc, quelque chose qui te rend heureux et qui te fait du bien. Mes proches. Très bonne réponse. Un livre ou un film à nous conseiller? En ce moment, je lis Ultraterrestre, qui est un très bon livre, ou Born to Run. Qui parle de course à pied. La dernière fois que tu as pleuré? Il y a 2 jours. Et au contraire, la dernière fois que tu as été très heureux? Il y a 2 jours. C'était lié ou les deux? Non. Et une musique qui te met de bonne humeur? Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Louis, pour cet échange. On arrive déjà à la fin. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les liens pour suivre Louis dans la description, ainsi que le lien de la Maison Perchée. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez bénéficier de 12 séances gratuites avec des psychologues partenaires grâce au dispositif Santé Psy étudiant. Rendez-vous sur le site santépsy.étudiant.gouv.fr. Et nous, on se retrouve très vite avec de nouveaux invités pour parler sans filtre de santé mentale. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous envoyer vos commentaires et à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Santé Psy étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Production par l'Acme Productions, écriture et animation Vicky H, composition originale Léo Westphal,
Réalisation Simone Zrak. À très vite!